distribués à la sortie. Merci encore, très bon débat et à bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va avoir une table ronde d'une trentaine de minutes. Le principe, c'est qu'on échange environ 15 minutes avec nos intervenants et puis ensuite on laissera la parole circuler parmi vous. Vous pourrez poser toutes vos questions. Donc l'idée, c'est que ce soit interactif et dynamique, conforme à vos questions courtes, réponses courtes, on essaie toujours. Alors déjà, merci à tous et tous d'être là. Ce texte est vraiment une plongée bouleversante dans ce drame humain que représente la traversée de la Méditerranée pour des dizaines de milliers de personnes, et vous le décrivez de manière très directe, très organique. Que vous a inspiré l'écriture de ce texte? Pourquoi vous avez écrit? Alors, je précise que c'est un texte qui a été écrit, moi je l'ai écrit en 2019, les chiffres sont pris tout à jour, et ça a continué depuis, évidemment, parce que les bateaux coulent, chargés de naufragés. C'est un texte que j'ai écrit à partir d'entretiens avec des femmes marins, qui au départ n'étaient pas des sauveteuses en mer, qui étaient des femmes marins, et qui sont devenues des sauveteuses en mer. Donc c'est un texte que j'ai écrit avec elles, enfin, à partir de ce qu'elles m'ont raconté. Et j'ai choisi délibérément de travailler à partir d'elles, donc à partir du geste de sauvetage. J'ai beaucoup appris en les écoutant, et je me suis rendu compte qu'on ne savait pas comment ça se passait. Et c'est ça qui, je crois, a déterminé l'écriture du texte. C'est essayer de raconter des choses très concrètes, très quotidiennes, très simples et très complexes. Et au fond, c'est vrai que pour moi, c'est une question qui me touche depuis longtemps. Je n'aime pas beaucoup le mot migrant. J'ai travaillé sur cette question déjà dans un roman pour la jeunesse, puis continué sur une pièce de théâtre. Et là, le faire à partir de ces femmes, des femmes comme moi, qui au fond, 10 ans avant, ignoraient tout de ça, et qui ont découvert qu'est-ce que c'était que ce désastre, par leur métier, qui était un métier qui n'était pas destiné à ça, qui n'était pas destiné à sauver des personnes, à naviguer. Et cela m'a beaucoup troublée, parce que elle-même, certaines étaient totalement débordées d'émotions quand elle leur racontait ça, d'autres étaient beaucoup plus à distance, mais toutes étaient incroyablement investies d'une énergie et d'un désir de vie des jeunes femmes, et d'un désir d'aller de l'avant, qui me communiquait en même temps que le pire, le meilleur, quand je dirais. Voilà. On ne va pas être trop long. Non, mais très bien, merci beaucoup. Ma deuxième question est pour vous, Omar Youssef Souleiman. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, franco-syrien. Et j'aimerais que vous nous disiez votre ressenti, ce que vous a inspiré ce texte, d'une part évidemment votre expérience personnelle, et puis de par vos écrits, comment vous avez abordé cette question et comment vous continuez de l'aborder. Vous venez de publier un nouveau livre, il me semble. Merci. Oui, d'abord, ça me fait penser au moment où on est arrivé en France, car je suis arrivé en 2012, effectivement, je me suis échappé du régime dictatorial en Syrie, et j'avais de la chance de ne pas traverser la mer, et de ne pas prendre un bateau, de ne pas risquer ma vie. Effectivement, j'ai risqué en traversant les frontières entre la Syrie et la Jordanie. Et au moment où on est arrivé en France, je me souviens bien d'un moment marquant. C'est avant d'arriver, en fait, quand j'étais déjà en Jordanie, ce que vous avez cité d'ailleurs dans le texte, sur l'image de l'Europe.
Et donc pour moi, la France, c'était le pays de Voltaire, le pays de la littérature, le pays de la poésie. Et j'avais l'impression du pays du théâtre, c'est toujours le cas, heureusement. Mais j'avais l'impression que j'allais trouver que ça. C'est-à-dire, je sortirais de l'aéroport Charles de Gaulle et je trouverais que de la littérature, de la musique, de l'amour, de la scène, du romantisme. Et la première chose que j'ai découverte, c'était RER2. On m'attendait à la sortie de l'aéroport. Et je me souviens très bien de l'accent sonore qui, je pense, moi non plus, je ne cite jamais ce mot. Car aujourd'hui, depuis 2012, ça fait 13 ans que je suis réfugié en France. Et j'utilise toujours le mot exilé plutôt. Parce que je pense qu'exilé un jour, exilé toujours. Exilé toujours parce que, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad, je suis rentré tout de suite en Syrie pour voir ma mère pour la première fois depuis 13 ans, pour voir mes frères, pour voir mes amis, pour voir mon pays d'origine. Et je me suis rendu compte au moment de traverser, quand j'ai traversé les frontières depuis le Liban vers la Syrie, parce que c'était d'abord à la route, et puis j'allais en voiture vers Damas. Et effectivement, c'était dangereux. Et ça, c'était marrant, parce que la sortie de mon pays d'origine, c'était très dangereux, mais aussi le retour, c'était dangereux, à cause de l'autorité islamique aujourd'hui sur place. Mais on devait y aller, on devait revenir, on devait briser un mur entre soi et son pays d'origine pour peut-être passer autre chose, pour comprendre, peut-être pour embrasser le moi et moi qui est resté sur ce terrain, sur ce territoire, et le moi qui a grandi à l'étranger, qui a grandi en Europe. Car aujourd'hui, je me considère avant tout comme citoyen français qui appartient aux valeurs de la France, à la liberté d'expression, à la laïcité. Et je termine là-dessus au moment de mon retour en Syrie. Pourquoi on exilait toujours? Car je n'ai pas senti que j'étais dans mon pays d'origine. Il y a quelque chose, tant de choses qui changeaient. Premièrement, mes amis, par exemple à Damas, je connaissais des centaines de personnes, ils étaient tous soit tués, soit à l'étranger quelque part dans le monde. Deuxièmement, il y a une distance des valeurs entre soi et la société dans laquelle on revient. Troisièmement, les bâtiments et les quartiers d'enfance, ils sont tous détruits. Donc, il y a cette distance entre soi et ce terrain sur lequel on a grandi. Donc, j'étais encore exilé à ce moment-là. Et c'était incroyable aussi parce que je n'ai jamais senti mon appartenance aux valeurs de mon pays, de ce pays qui s'appelle la France, qui m'a adopté et que j'ai adopté aussi, comme quand j'étais en Syrie. Ou aussi, il y a une autre raison principale, c'est que l'autorité aujourd'hui sur place est extrêmement sauvage. Et là, on doit peut-être attendre à l'avenir des nouveaux réfugiés, des nouveaux exilés, ou tout ce que vous voulez, dans le monde. Et effectivement, tout le monde s'en fiche, principalement par rapport à la communauté internationale. C'est triste, c'est la vie. Pascal Brice, quand on entend et ce texte et ces témoignages, parfois on a du mal à comprendre peut-être la défiance de l'opinion publique et la façon dont ce sujet est traité médiatiquement, où le migrant, la façon dont on porte l'appel est toujours considéré comme une sorte d'ennemi. Comment est-ce que vous analyseriez cette défiance, cette méfiance, cette peur dans l'opinion publique française aujourd'hui? D'abord, moi, je veux vous confirmer que de la place qui est la mienne, ça ne passe pas. Et je voudrais vous remercier du côté très organique de votre texte. C'est ce que j'ai essayé, comme la plupart des gens qui essaient d'une manière ou d'une autre d'être présents auprès des exilés, de mettre à la bonne proximité ou à la bonne distance. Donc je vous confirme que même des années après, ça ne passe pas. Et j'entends dans votre texte aussi cette forme d'absolutisme de la dignité humaine. Et j'ai trouvé très intéressant que vous nous disiez que ça venait notamment de Marin. Parce que moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. C'est quelque chose que je retrouve et que je retrouvais beaucoup, notamment lorsque je dirigeais l'OFRA. Chez les marins, moi je me souviens d'un marin italien qui m'a dit « Ouais, bon, pas d'accord, les gouvernements italiens s'alignent ça, mais nous, ça fait 1000 ans que les gens, quand ils sont en mer, on les sauve. Et donc on va continuer. » C'est aussi ce que je ressentais beaucoup, ce que je continue à ressentir auprès des associations, des médecins.
Le médecin ne se pose pas la question de savoir quelle est la nationalité de la personne. J'y ajoute toujours les curés. Je me souviens de près, je me souviens comme ça d'un prêtre à Thésée qui accompagnait les demandeurs d'asile. Il était totalement hermétique au raisonnement du directeur de l'OFPRA que j'étais, qui était droit d'asile ou pas droit d'asile. Et ça me faisait du bien. Toute la question pour moi, c'est comment vivre cet absolutisme dans la société. Parce que mon obsession, elle est cette rencontre. J'aime beaucoup, Omar, ce que tu dis sur... parce que ça rend compte de la complexité. Tu viens en France, puis on a une image, et c'est le RERB. Et donc, comment travailler à cette rencontre qui est aujourd'hui si fracturée, pour les raisons que tu disais, Charlotte, c'est-à-dire cette tentation de dessiner les boucs émissaires dans une société qui est elle-même très fragilisée à tout point de vue. Comment tisser, comment s'appuyer sur toutes celles et ceux, sur mon nombreux et nombreuses ici, qui dans ce pays, un peu partout, sont là. Les artistes, les écrivains, les écrivaines, les travailleurs sociaux, les bénévoles. Et comment, dans ce moment de fracture-là, sortir de ces tentations d'instrumentalisation et de stigmatisation. Je pense que le poison est là, les antidotes sont là, et on en a entendu un puissant pour nous rappeler toujours que des recherches. D'un point de vue de la méthode, justement, et vous pourrez rebondir tous les trois là-dessus, ce que permet ce texte, en effet, c'est une plongée directe, très organique, et donc ce que ça nous permet de ressentir, c'est de l'empathie. Et est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin, et c'est à ça aussi que sert l'art, en véhiculant ses émotions, de l'empathie, pour comprendre? Vous, par exemple, vous êtes très nombreux. Effectivement, je pense, au moment de notre arrivée dans un pays, dans un nouveau pays. Là, je parle un peu de mon cas. Je suis arrivé, j'ignorais la langue française, je ne connaissais personne en France. Et avant d'avoir besoin peut-être de logement, effectivement, c'est important, apprendre la langue, avoir peut-être pas le quotidien, le financement. Mais avant ceci, on a besoin d'avoir la confiance dans le monde qui nous entoure, avoir la confiance, disons, d'être plongé ou être entouré dans une société qui nous valorise et qui ne nous traite pas non plus en tant que seulement des réfugiés ou des migrants ou des étrangers, ou qui nous traite tout simplement comme des êtres humains. Et j'avais de la chance au début en France parce qu'on a une société accueillante d'une manière ou d'une autre. Là, on parle beaucoup des réfugiés. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le traitement en tant que réfugié. Parce qu'on se sent en tant que réfugié dans tous les domaines au début. On a besoin, avant tout, un réfugié ou un exilé a besoin vraiment de la solidarité dans cette nouvelle société qui le valorise. Et là, c'est un débat qui circule partout, comme quoi est-ce qu'un migré, un immigré peut être intégré ou assimilé. On parle pas mal de ce verbe ces derniers temps. Peu importe le vocable. Je pense que dans n'importe quelle société, on peut toujours trouver une solution pour trouver sa place dans cette société. Regardez par exemple en Syrie, au début du 19e siècle, on avait des centaines de milliers d'Arméniens qui ont traversé les frontières au massacre turc contre eux. Ils sont venus depuis la Turquie, ils sont entrés en Syrie, et c'était tous des chrétiens. Et ils sont arrivés dans une ville complètement, pas à 100% musulmane, qui s'appelle Deir ez-Zor. Et Deir ez-Zor, les habitants ont construit une église pour ces habitants. Une partie d'eux sont partis plus tard à Damas ou à Alep. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui est arabe. Ils sont devenus tous syriens, comme tout le monde. Donc j'aimerais bien avoir ça aussi en France, comme on est tous des Françaises et des Français qui partagent des valeurs en commun, peu importe notre origine. C'est très simple. Et c'est encore un combat, et Claudine Gallès, c'est pour ça que vous avez écrit ce texte. Est-ce que vous l'avez écrit pour interpeller les pouvoirs publics? Vous citez dans le texte La maire de Paris. Voilà pourquoi vous avez fait ce choix-là. Vous l'avez vraiment du coup contextualisé aussi. Est-ce que vous avez voulu ensuite avoir des échanges Alors, écoutez, effectivement, il y a la lettre
de Klimp, voilà, c'était cette période-là. Peut-être qu'aujourd'hui il y aurait autre chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit il y a 6 ans ce texte. Moi, je ne me pose pas la question de... Je ne cherche pas du tout à apporter un message quelconque. Je cherche simplement à... J'ai été très atteinte par ce que ces femmes ont raconté. Je me questionnais moi-même sur ce que je savais de ces histoires, ce que je savais de ces corps, seulement en Méditerranée. Je me rendais compte que je savais peu de choses. Et donc, le côté organique, effectivement, je pense que c'est peut-être par les corps, par faire sentir que ces corps sont les nôtres, hein, que ça peut être les nôtres demain, ces corps. Tout ça, c'est une histoire c'est pas une histoire de sentiment, je dirais. Et en ce sens, l'empathie ne suffit pas. C'est une histoire de corps, de vie et de survie et de mort. Et ça, c'est hors frontière, quoi. Et le théâtre, c'est quand même ça. C'est-à-dire, ce sont des corps et des voix qui sont devant d'autres corps et d'autres voix et qu'on peut percevoir, sentir. Donc, si quelque chose peut passer à travers cela et être rendu public, puisque le théâtre, c'est aussi une forme de scène publique, voilà, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? Si je me posais ces questions, j'écrirais plus. Pascal Brice, justement, comment on continue d'en parler depuis la dernière décennie? L'ONU chiffre à près de 30 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Parfois, on voit des pics médiatiques, on en parle. Je pensais en préparant cet entretien à cette une de presse où on voyait un enfant syrien échoué sur une plage. Et donc l'opinion publique s'émeut quelques semaines et puis ça retombe. Et les gens continuent de mourir. Comment on continue d'en parler? Comment on en parle? D'abord, ça n'est pas un phénomène strictement européen, hein. On l'a vu en Australie, on le voit très puissamment aux États-Unis. Donc il y a quelque chose qui travaille le monde occidental, mais qu'on trouve au Brésil, à l'égard des exilés vénézuéliens, que je voyais au Tchad, à l'égard d'autres. Bon. Il y a quelque chose de très profond qui s'inscrit notamment dans les sociétés occidentales et que moi j'interprète encore une fois comme l'expression, un symptôme instrumentalisé d'un malaise très profond, d'un malaise économique, d'un malaise social, d'un malaise culturel, d'un malaise religieux. Et dans ce malaise-là, instrumentaliser l'étranger comme étant celui ou celle qui est responsable du déclassement social, du déclassement économique, d'être bousculé culturellement, religieusement, c'est quelque chose qui... c'est une lame de fond. Et effectivement, de temps en temps, comme tu le dis très justement, l'empathie l'emporte. Parce que un enfant, c'est un enfant, vous le dites très bien dans votre texte. Et donc là, il se passe quelque chose. Moi, je me souviens très bien de cette parenthèse de juste après la mort du petit Elan, dont vous parlez dans votre texte, où pendant 3 mois, j'étais directeur de l'OFPRA, on a eu une parenthèse où le gouvernement a réuni des élus dans une salle comme celle-ci, où on m'a envoyé avec les équipes de l'OFPRA aller accueillir des réfugiés syriens à Munich, et puis ça s'est refermé, et ça s'est notamment refermé avec les attentats de Paris, où certains d'entre eux sont venus avec les exilés. Tout ça, ce sont des réalités instrumentalisées, mais aussi des réalités. Et donc, c'est pour ça que j'essaye, avec un succès mitigé que je partage avec beaucoup d'autres, d'opposer à cela la force des valeurs et la force des corps. C'est pour ça, madame, que j'aime beaucoup ce que vous dites. Moi, ça me touche beaucoup. Merci aussi pour Léo Ferré, un des textes que je préfère, et donc vraiment ça va très très bien. D'opposer à cela une lucidité, se faire bousculer par l'absolutisme, être lucide sur ce qui travaille la société et construire la rencontre, l'organiser
Parce que je pense que c'est dans ces moments-là, c'est d'être bousculé comme aujourd'hui, et d'être aussi en capacité, je vous donne un exemple sur... je l'ai vu partout, ça. À côté de Strasbourg, un lieu d'accueil qui s'ouvre. Comme toujours, comme souvent, des gens du village qui viennent hurler, dont un monsieur, un vieux monsieur, qui passait son temps à venir hurler, ces salauds d'étrangers, c'était tous des voyous et des machins, etc. Quand je suis venu 6 mois après, on l'appelait Papy Carambar. Parce qu'il amenait des carambars aux petits-enfants de familles qui étaient là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on construit les choses. Mais la lame de fond et les vents contraires sont puissants, pour reprendre un vocabulaire marin. Mais comme madame, beaucoup plus modestement, si ça servait certainement à quelque chose, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et donc, il faut que continuions, et c'est la vocation notamment des associations, de s'ancrer dans ces valeurs et dans le réel, de se raconter l'histoire sur ce qui travaille. Je pense que c'est une réponse. C'est une réponse, tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez réagir, et puis on va vous donner aussi la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions, parce que je ne vois pas très bien. Mais je sais qu'il y a un micro qui circule dans la salle. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On devrait vous entendre. Parce que nous, on en a encore quelques-unes en attendant. Omar, on parlait de poésie tout à l'heure. Est-ce que... alors déjà, vous m'avez promis de réciter un beau poème. Et puis, ça inspirera sans doute le public pour poursuivre ces échanges. Je vais réciter les derniers 40 poèmes de mon nom. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le langage dans la salle, je ne crois pas trop. Donc comme ça, je vais réciter en arabe, si personne ne comprend. Non, c'est sûr. لم أعد أعرف إن بقيت لنا حكاية في المرايا أو طفل أخير. لنا حبر أبيض في الشرايين نعرفه لأننا نجهله. كلما نزفنا يولد صدى مجهول في رائحة ليل آذار بين البارود والدموع. حين أكبر سوف أصير نجمة يقود ثقب الرصاصة في الجسد. يكفي أن منفيا ينادي إخوته كلما جرح المساء لا تفتحوا الصدات ولا تسهروا مع الغيث حتى أعود. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un autre oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, né de nous un écho anonyme, il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes rouillons et de vieillir tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Vous dites qu'on est exilé parce qu'on ne revient jamais véritablement. Vous parlez du retour, vous en parlez dans plusieurs nouveaux textes. Il me semble aussi que c'est un des sujets de votre nouveau texte, donc peut-être qu'on peut revenir finalement. Sur mon nouveau livre? Non, c'est pas ma soirée, c'est le livre de... C'est votre livre. Non, on peut pas en... Alors, on peut aller troquer de poésie peut-être. Oui, de retour. De revenir, en fait, j'ai écrit un roman que j'imaginais que ce retour un jour, et c'était marrant parce que j'ai déposé ce roman le manuscrit le mois de septembre. Vu que je ne pouvais pas rentrer, car le boucher de demain, Bachar al-Assad, était toujours au pouvoir, or il est parti du jour au lendemain. Et ça c'est incroyable, vous savez, l'imprévu de David Antonin. On ne sait pas comment ça pourrait être
passé. Par exemple, si vous m'avez dit, il y a juste 6 mois que je rentrerai en Syrie, au bout de quelques mois après, je vous dirais que vous avez fumé, c'est bizarre quand même. Mais c'était réalisé, c'était incroyable. Et en même temps, c'était dommage parce que là, on s'est rendu compte que la Syrie s'est libérée de Bachar al-Assad. Mais elle est très très loin d'être un pays vraiment libre au niveau social, au niveau de pouvoir actuel, au niveau de liberté d'expression. Par exemple, aujourd'hui, en fait, le plus attaqué en Syrie, c'est le plus grave quand le pouvoir religieux, quand les islamistes arrivent au pouvoir, c'est la liberté individuelle qui est attaquée. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Damas, moi j'adore blasphémer. J'aime beaucoup blasphémer. Parce que je ne suis pas ami avec Dieu. Et dans le milieu intellectuel, avant de partir de la Syrie, blasphémer, c'était acceptable. Et là, j'étais à Damas, entouré d'un groupe de jeunes laïcs, incroyables d'ailleurs, qui m'ont fait penser tout le temps à ce qu'on parlait en 2011 de la laïcité et de la liberté d'expression, et j'ai blasphémé. Et ils avaient extrêmement peur, car ils m'ont dit que le pouvoir actuel, celui de Jolani, avait une loi que celui ou celle qui blasphème est condamné à 1 an de prison. Mais quand même, aujourd'hui, surtout les femmes sont extrêmement écrasées par. Non, je vous en prie, mais ça permet de rebondir, parce que ce texte parle des femmes et des expériences des femmes vues par des femmes, mais aussi de ce que vivent et ce que traversent ces femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes syriennes, comme toujours en fait, au moment d'une guerre, au moment d'un mouvement troublant, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Actuellement, j'ai discuté avec pas mal de femmes à Damas et à Homs. Par exemple, surtout les minorités en fait. Une femme chrétienne ou alaouite, dans certains quartiers, ou certaines villes, ou certaines communes, elle est obligée de mettre le voile pour ne pas la regarder en tant qu'alaouite ou chrétienne, mais en tant que sunnite. Et les femmes, aujourd'hui, quand on voit, par exemple, un homme ou une femme marchent ensemble dans la rue, si cette femme n'est pas sa mère, sa sœur, sa fille ou sa femme, officiellement son épouse, elle pourrait être emmerdée tous les deux par un djihadiste, parce qu'on voit les djihadistes se baladent avec leur kalachnikov en pleine rue. Et surtout les femmes, parce qu'on la traite pas seulement en tant qu'objet, comme auparavant, mais en tant qu'ennemi de l'islam, en tant qu'ennemi de la société, en tant qu'un être qui va vraiment qui va rendre cette société inacceptable, où il va rendre les gens fous, je ne sais pas en fait cette question d'où ça vient, cette question de sexualiser toujours la femme, elle est comme une source de mal dans cette société condamnée ou dirigée par les islamistes. Et on voit qu'elles ont des parcours d'autant plus éprouvants. Est-ce que vous avez simplement pensé au combat extraordinaire des femmes iraniennes? Exactement, c'est pareil, pile poil. Vous voyez d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en 1979, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, ici en France, ou une partie de l'Europe, on l'a considéré comme un symbole de la liberté, un symbole de la résistance contre l'impérialisme, machin. Et même, il y avait une photo marrante quand il y avait une femme non voilée en Iran, avec la photo de Khomeini juste au-dessus de sa tête. Et cette femme a fait une déclaration à un journal en Europe en disant regardez, c'est un révolte, il va vous libérer, etc. Et regardez aujourd'hui la situation des femmes en Iran. C'est pile poil ce qui se passe aujourd'hui en Syrie en disant qu'on va leur donner une chance, ils seront peut-être ouverts, etc. Mais on ne le croit pas du tout. Et Pascal Brice, sur les conditions d'accès au droit d'asile, justement, je rebondis par rapport au sujet des femmes. Parfois, pour certaines femmes, c'est impossible de vivre dignement. La reste commune est d'abord c'est d'être femme et d'être victime de certains types de persécutions. Mais si j'élargis au-delà du droit d'asile, la question pour moi, d'abord moi je retiens que ce que j'ai apprécié aussi dans votre texte, c'est l'énergie. C'est dit à un moment, et Madame Julien l'a dit de manière très forte. Ce que moi, on finit dans tout cela à la fois en lambeaux et avec une énergie folle. Et notamment celle des femmes, pas seulement, mais aussi celle des femmes. Et pour moi, l'enjeu, il est dans cette capacité à faire vivre le droit d'asile pleinement, mais aussi à être dans une
politique migratoire qui soit d'une nature différente et qui aille au-delà de l'asile. Et en redisant qu'à mes yeux, tant que la Méditerranée sera... Enfin, je vais le dire différemment. L'idée qui s'installe et qui est dite dans votre texte tel que je l'ai entendu, que nous pourrions vivre en Europe à l'abri de cela, est tout simplement un non-sens. Une société, en l'occurrence la société européenne, qui essaierait de vivre à l'abri de ces murs et pendant que les gens se noient, c'est juste, ça n'a pas de sens. C'est le suicide en fait. C'est la mort assurée pour reprendre les vocables que vous utilisiez tout à l'heure. C'est le cas des femmes. Je voudrais préciser une chose. Vous le savez, madame, dans la traversée de la Libye, moi, ce que j'ai découvert très tôt, c'est que toutes les femmes sont violées, mais tous les hommes aussi. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle. Oui, madame. Moi, je vous passe le mien. J'entends. Moi, j'ai beaucoup d'amis portugais. Et en fait, j'aimerais comprendre, je ne sais pas si vous avez une explication, mais quelle est la différence entre... pourquoi à l'époque où ils sont arrivés en masse, puisque ces amis sont venus en France au moment où il y avait encore Salazar, pourquoi ils ont été mieux accueillis, ou alors peut-être parce que j'étais petite et que je ne me rendais pas compte des choses, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y avait moins de problèmes que... Je suis désolée, je ne sais pas quel mot employer du coup, migrants, immigrés. Aujourd'hui, on a eu aussi des vagues d'Italiens, de Polonais, et tous ces gens, enfin, moi de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils sont intégrés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de mal à intégrer des gens qui viennent d'ailleurs? Et je voudrais juste, pendant que j'ai le micro, rebondir sur ce que vous avez dit, madame, sur le fait, je suis soignante, personnellement, je ne suis pas médecin, mais je suis soignante, sur le fait que les médecins ne triaient pas, je vais un petit peu m'opposer à vous. Alors, ils ne trient pas. Notre société médicale ne trie pas en tant que race, français, immigrés, etc., mais trie malheureusement entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est très dommageable. Je trouve que c'est pas bien, c'est pas une bonne société. Et pour rebondir, monsieur, alors je suis aussi un peu syndicaliste, seulement que ça s'entend dans ma discours. Je côtoie donc des hauts fonctionnaires de l'assistance publique et malheureusement, depuis une petite dizaine d'années, nous ne parlons plus de patients dans nos réunions ex-CHSCT, nous parlons essentiellement de pourcentage d'argent et on ne parle plus jamais d'êtres humains en fait. Et même dans les services de soins, les êtres humains sont des pathologies et plus des êtres humains en tant que tels. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi moi je trouve que c'est une mauvaise évolution de nos sociétés. Est-ce que ça a été voulu à un moment comme des individualistes pour justement diminuer la force que vous pouvez avoir en groupe? Je ne sais pas. Mais voilà. Et ma question c'est plus pourquoi maintenant les immigrés qui arrivent et qui se noient dans la Méditerranée ou ailleurs, parce que je pense que la Manche est un bon exemple aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien acceptés? Pourquoi on arrive moins à les accepter que les autres vagues de migration qu'on a pu connaître? Là, je vais vous livrer mon analyse personnelle, et ça ne vaut que ça, parce que je suis sûr que c'est comme en football, hein, il y a autant d'entraîneurs que de Français et Françaises, et donc il y a autant d'analyses que ça. Bon, moi, je vais vous dire, là où j'en suis, au bout de 10 années à l'OFPRA et auprès des associations de solidarité dans ce pays. Et puis en plus, je vois très bien ce que vous dites, parce que ça m'évoque tout de suite mon quartier de naissance à Nantes, où j'ai dans les années 70, où je vois très bien mes copains portugais, et je vois très bien la situation de ce quartier aujourd'hui à Nantes. Ça s'appelle Bellevue pour celles et ceux qui connaissent. Moi, j'analyse les choses de la manière suivante. D'abord, la présence de ces étrangers et étrangères dont vous parlez n'a jamais été simple. On sait très bien qu'il y a eu des ratonnades contre les Italiens dans le sud de la France à une époque. Dans les années 30, les Juifs venus d'Europe centrale venaient piquer le travail des travailleurs français. Bon, donc,
c'est une histoire ancienne. Il me semble qu'elle est d'autant plus exacerbée, ces histoires-là, dans, encore une fois, des périodes de fragilité économique, sociale et culturelle. Et je pense qu'on en vit une depuis les années 80, 90, 2000. Chômage de masse, désindustrialisation, et donc là, ce sont, je crois que vous le savez comme syndicaliste, hein, je pense, hein, que dans ces moments-là, vous avez une exacerbation des formes de concurrence sociale, et là, l'étranger, l'étrangère est bien placé pour payer pour tout. Et puis j'en ajoute un dernier point qui est probablement le plus difficile à énoncer, et je le livre encore une fois à la discussion générale. Je crois qu'on peut constater que cette tension autour de l'immigration dans la période, elle se joue autour d'une immigration très largement musulmane et de couleur noire, africaine. Et donc ça renvoie, me semble-t-il, à beaucoup de choses, que vous avez évoquées d'ailleurs dans votre texte. Ça renvoie par exemple à la question de la mémoire ou d'absence de mémoire de l'histoire coloniale du pays. Ça pour moi c'est très présent, ça. Tant qu'on n'aura pas regardé ça en face, de la manière qui convient. Moi, de ce point de vue-là, c'est ma façon à moi de faire. Je pense que mettre de l'huile sur le feu, ça n'arrange rien. Et par contre, regarder les choses en face collectivement, je crois que c'est important. Et puis, je vais essayer de dire les choses, Omar, et tu diras notamment, entre autres, si tu en es d'accord, ce que tu en penses. Je pense que nous sommes dans une période de l'histoire de la France où l'islam est devenu une religion de Français et de Françaises, de famille, visible, là où c'était une religion de quelques hommes, travailleurs, peu visibles. Et dans une phase de l'histoire de l'islam, en précisant que l'islam n'est pas le seul à connaître une phase de cette nature, à certains égards, de radicalisation, voire, dans une variante extrême, djihadiste. Je redis que quand vous regardez l'évolution du christianisme dans une certaine partie du monde occidental, je mets de côté le terrorisme quand même, enfin, en termes d'intégrisme, il y a des trucs qui se valent. Hein. Bon. Mais quand vous ajoutez tout ça, pour moi, j'essaye de former, ça fait longtemps que je cherche les mots comme ça, pour dire les choses le plus à plat possible. Ben, quand vous ajoutez tout ça, quand vous ajoutez des instrumentalisations, c'est-à-dire des gens qui sont payés dans les médias ou dans le monde politique pour utiliser ça, ben, vous avez ce qu'on a là. Moi, c'est mon interprétation. Mais, finalement, c'est discutant. On dit juste par rapport à ce que dit Pascal sur l'islam des Français. Ce n'est pas le sujet du spectacle, effectivement, mais juste un petit mot. Pendant des ateliers d'écriture qu'on anime dans des établissements scolaires, surtout dans la banlieue parisienne, là, on discute avec certains élèves qui sont françaises et français pour moi, avant tout. Or, ils se considèrent, là on parle de 3e ou même 4e génération de ces réfugiés qui sont venus, immigrés, tout ce que vous voulez, en France. Ils ne se considèrent pas comme français, mais ils se considèrent avant tout comme des musulmans, car pour eux, l'islam est une identité. Ou en tant que maghrébin, ou en tant que, je ne sais pas, africain, quel pays. Ils ont le droit, chacun a le droit de s'identifier comme il souhaite. Or, ils le font. Ce n'est pas parce qu'ils souhaitent l'être, mais parce qu'ils ne veulent pas être français tout simplement. Car aujourd'hui, on a déjà une crise identitaire d'être français. Tu vois. Donc je pense que ça est tellement, ceci est tellement lié. Et je pense qu'il y a aussi un discours très radical de tous les côtés sur le sujet de l'islam et de l'intégration, de l'assimilation en France. Donc ça c'est un autre sujet, mais effectivement, on a une grande crise. Et le plus grave là-dedans, par l'État déjà, par les établissements scolaires, par l'éducation nationale, par ce qui se passe là-dedans, c'est aussi un tabou en France. On n'a pas envie d'entendre ce discours, et surtout, quand beaucoup de profs ont peur d'en parler. Moi je pense qu'il faut en parler, faire un débat national sur le sujet, pour s'en sortir. Moi, je voudrais juste dire qu'il faut faire attention aux mots intégrés, aux mots assimilés. Parce qu'on sait ce qu'ils ont voulu dire à d'autres périodes, notamment à les périodes coloniales. On n'est pas dans une histoire d'égalité quand on dit intégration, assimilation. Il y a une différence, effectivement, mais le plus important, c'est qu'on soit tous, partage des valeurs pour moi. En tout cas, ce qu'on entend tous dans ce que vous avez pu nous dire ce soir, c'est que ce qui compte, c'est de parler, c'est de transmettre de la connaissance, c'est de transmettre des expériences, des émotions. C'est ce que vous avez fait avec votre très beau texte. Donc, encore une fois, merci beaucoup.
et bravo. Et merci à tous d'avoir assisté.